Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier le comité organisateur des webinaires de la SSVQ pour l'opportunité de présenter sur la maladie artérielle périphérique ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, on va commencer sans plus tarder parce qu'on a un gros programme. Alors, voici d'abord ma déclaration de conflit d'intérêt. Les objectifs de ma présentation sont d'abord de savoir dépister la maladie artérielle périphérique chez le diabétique, pouvoir prescrire les tests d'évaluation appropriés pour la MAP là, chez ces patients et également connaître l'éventail des thérapies autres que pharmacologiques pour la MAP. Alors, la maladie artérielle périphérique se définit comme une obstruction partielle ou complète d'une ou plusieurs artères périphériques causées par l'athérosclérose. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente. On dit que 16% de la population d'Amérique du Nord puis d'Europe de l'Ouest qui est âgée de plus de 50 ans va en être atteint. Et c'est une maladie qui est souvent symptomatique, sous-diagnostiquée et sous-traitée. Les facteurs de risque de la MAP peuvent être classifiés en 3 groupes généraux. D'abord, on a les états pathologiques, tels le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et l'obésité. Et on a également la catégorie des habitudes de vie malsaines, comme le tabac, la sédentarité. Et finalement, on a la catégorie constitutionnelle, je peux m'exprimer ainsi, comme l'âge, le sexe masculin et l'hérédité. Alors, dans la population atteinte de MAP, c'est chez les diabétiques et chez les fumeurs que l'incidence de la MAP va être la plus élevée. Alors, chez les diabétiques, la MAP est de 3 à 4 fois plus fréquente. La prévalence, là, on dit qu'elle peut être jusqu'à 40% chez les diabétiques. Et le risque de MAP va augmenter avec l'âge, avec le tabagisme, la durée du diabète, ainsi qu'avec la présence de neuropathie périphérique. De plus, la résistance à l'insuline va être indépendamment associée à la maladie artérielle périphérique. Comme je l'ai mentionné, comme on a mentionné tantôt, bon, la distribution de l'atteinte là, chez... en fait, je m'excuse. Donc, comme on l'a mentionné, comme on dit, là, la distribution de l'atteinte chez le diabétique, là, elle est différente de chez le fumeur. Chez le fumeur, elle va avoir tendance à être davantage aortique ou iliaque, alors que chez le diabétique, l'atteinte va avoir tendance à être plus distale. Elle va toucher davantage les artères poplitées et les artères tibiales. Donc, cette atteinte-là, qui est un petit peu plus distale, va rendre le traitement de revascularisation pour le sauvetage du pied plus ardu. Alors, un petit mot également là, sur la neuropathie diabétique. Donc, évidemment, les problèmes de proprioception qu'on va rencontrer dans la neuropathie vont augmenter les blessures aux membres inférieurs, puis risquer de précipiter un patient qui est le précipiter en ischémie critique, finalement, avec une plaie qui ne va pas guérir compte tenu de l'ischémie. Aussi, avec la neuropathie, bien perçu. Ce qui risque de causer un délai là, dans le diagnostic et un délai là, dans le traitement. On prend des chiffres là, aux États-Unis, le diabète, c'est la cause la plus fréquente d'amputations non traumatiques, plus que la moitié des amputations. Alors, pour la symptomatologie de la maladie artérielle périphérique, dans le continuum de la maladie, avant la douleur de repos et l'apparition de plaies ischémiques, le symptôme qui est caractéristique de la maladie, c'est la claudication intermittente à la marche. Donc, la claudication se caractérise par une douleur qui est aux jambes, principalement, qui va être déclenchée à la marche et qui va être soulagée par le repos, habituellement en moins de 10 minutes. Alors, la localisation de la douleur, elle va dépendre de l'emplacement de la lésion sténotique occlusive. Ici, une lésion qui va toucher, par exemple, l'artère fémorale superficielle, les symptômes vont être ressentis plutôt au mollet, surtout en postérieur, où est-ce qu'il y a la majorité des fibres musculaires. Ou disons une occlusion iliaque pourrait être ressentie en plus au niveau de la fesse et des cuisses en plus du mollet. Par contre, il y a seulement 10 à 35% des patients qui sont atteints de maladies artérielles périphériques qui vont avoir une claudication caractéristique. Donc, il y a une proportion significative des patients qui vont soit avoir aucun symptôme ou soit une douleur atypique. En termes de moment où elle va survenir, donc elle peut être variable, c'est pas toujours à la même distance de marche, ou encore atypique en termes de localisation, par exemple sur le versant latéral de la cuisse ou bien sur le dessus du pied. Donc, c'est des caractéristiques qui vont rendre le dépistage parfois un peu plus ardu. Ici, je vous ai mis une traduction française du questionnaire de Édimbourg, qui est un questionnaire standardisé pour le dépistage de la maladie artérielle périphérique qui va nous aider un petit peu à être plus systématique dans notre anamnèse. Donc, on va parler de quand la douleur survient, si c'est à la marche sur un terrain plat, en montant des escaliers,
l'endroit où cette douleur-là va survenir, les fesses, la cuisse, le mollet, puis si elle va être soulagée par le repos en plus ou moins de 10 minutes, et ça va nous aider un petit peu à être plus systématique dans notre questionnaire. Et je vous ai mis ici un tableau là, qui résume un peu le diagnostic différentiel là, de la claudication intermittente. Donc, dans le diagnostic différentiel, on va retrouver les pathologies de type musculo-squelettique là, qui vont toucher les articulations, les os, les tendons, là, comme par exemple l'arthrose, l'arthrite, une compression par un kyste poplité, le kyste de Baker aussi, parfois qu'on l'appelle. On va retrouver aussi les causes neurologiques là, comme la sténospinale, les autres compressions nerveuses comme les sténoses foraminales. On peut retrouver également la claudication veineuse, puis aussi chez les athlètes, là, le syndrome de compartiment chronique. Là. Donc, ce sont tous des diagnostics à considérer dans le différentiel. Ici, je vous ai mis un tableau qui est tiré là, du Médecin du Québec là, qui différencie la claudication vasculaire de la claudication neurogénique, là, qui est appelée aussi souvent pseudo-claudication, qui elle va être causée par une sténose spinale. Alors, la claudication neurologique, elle a tendance à survenir pas seulement à la marche, mais aussi, mais surtout là, à la position debout. Elle va surtout être décrite aussi comme des engourdissements, de la faiblesse, plutôt que des crampes puis des serrements, là, comme on rencontre dans la claudication vasculaire. La claudication neurogénique aussi, elle est souvent symétrique et bilatérale, alors que la claudication vasculaire typique, elle va avoir tendance à être soit asymétrique ou soit unilatérale. Et puis, finalement, c'est surtout la position assise ou penchée vers l'avant qui va permettre de soulager une claudication neurologique, alors que c'est le repos qui va soulager une claudication vasculaire. Alors maintenant, si on parle de l'examen physique, donc la première chose à vérifier, ça va être la palpation des poux. Alors, on va palper les poux fémoraux, poplités, tibio-postérieurs et pédio-dorsal. Et on va grader ces poux-là sur une échelle de 0 à 4, 2 étant la normale et 3 et 4 étant des poux augmentés ou bondissants, comme on peut rencontrer dans des artères calcifiées. Et l'autre élément de l'examen physique, ça va être l'inspection des membres inférieurs. Donc, d'abord, on va rechercher des plaies ischémiques, surtout aux orteils, ou le pied en général, la plante du pied, comme dans le mal perforant chez le diabétique. Et aussi, un patient avec une MAP va aussi pouvoir avoir une atrophie musculaire, une perte de pilosité, un épaississement des ongles. Et dans les cas très sévères, ça peut aller jusqu'à une rougeur là, du pied, là, ce qu'on appelle parfois le pied au mort. Donc, on a deux classifications cliniques là, pour la maladie artérielle périphérique. Donc, on a la classification Le Riche-Fontaine sur 4 et la classification de Rutherford sur 6. Donc, en gros, dans cette classification-là, il y a 3 types de patients. Les patients asymptomatiques, les patients qui ont une ischémie d'effort plus ou moins sévère, et la catégorie d'ischémie de repos. Donc, les patients qui ont une douleur de repos, qui va être un grade 3 dans la classification de Le Riche, et les 4 dans la classification de Rutherford, et les patients qui ont des troubles trophiques, donc des plaies. Donc, grade 4 pour le riche et les petites plaies 5 dans Rutherford et les plaies plus importantes avec gangrène dans la classification de Rutherford vont classifier 6. Alors, maintenant, pour les examens diagnostiques de la maladie artérielle périphérique, alors avant tout, on a le laboratoire vasculaire. C'est l'examen vraiment de base pour établir le diagnostic. Et ensuite, on va avoir les examens d'imagerie en radiologie, là, comme l'échographie Doppler, l'angiotomodensitométrie, l'angio-IRM et l'angio conventionnel. Donc, le laboratoire vasculaire, c'est l'examen de mesure là, de pression artérielle pour comparer la pression des membres inférieurs avec la pression des bras pour obtenir ce qu'on appelle l'index tibio-huméral. Alors, pour mesurer ça, le patient doit être au repos pendant 15 à 30 minutes avant la mesure. Et de chaque côté, on va prendre les pressions systoliques au niveau de l'artère pédieuse et tibiale postérieure à chacun des membres inférieurs. On va retenir la valeur la plus élevée là, à chaque cheville comme numérateur. Et on va ensuite mesurer la pression systolique dans chaque bras, puis utiliser cette valeur-là comme la valeur qui est la plus grande là, comme dénominateur. Donc, on va obtenir un rapport, un pour le côté droit et un pour le côté gauche, et ce rapport-là va avoir une corrélation avec la gravité de la maladie artérielle périphérique. Donc, un rapport de 1, c'est un examen qui est considéré comme normal, et à 0,9, on parle d'un examen qui est limite, et en bas de 0,9, on va parler de maladie artérielle périphérique, elle va être soit légère, entre 0,4 et 0,9. Et en bas de 0,4, on va parler de MAP sévère. Alors, une chose qui est à faire attention aussi,
dans cette mesure-là, c'est que lorsqu'on obtient une valeur là, interbras entre les deux bras qui est de plus de 15 mm de mercure, alors ça va laisser suspecter une sténose soit de l'artère sous-clavière ou soit du tronc vacuocéphalique artériel. Et une mesure fiable de la pression au bras est mandatoire pour obtenir un index tibial-huméral fiable. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est le test de choix pour l'évaluation et le dépistage de la MAP. C'est un examen qui est simple, qui est peu coûteux, qui est non invasif, puis ça va être très utile aussi pour faire le suivi de nos procédures de revascularisation. Et on dit dans la littérature que cet examen-là a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 99 % pour la détection de la MAP. Alors, la société américaine de chirurgie vasculaire, elle va recommander un index tibial-huméral chez le diabétique à partir de 50 ans de dépistage, puis annuellement chez ceux qui ont des antécédents d'ulcère diabétique, les diabétiques qui ont une maladie coronarienne, un examen vasculaire anormal ou chez les patients qui ont des antécédents d'intervention pour maladie artérielle périphérique. Une autre chose, une particularité là, à connaître, c'est que chez le diabétique ou bien chez l'insuffisant rénal chronique, les artères, elles sont habituellement très calcifiées. Ça va les rendre moins compressibles en raison de la calcinose médiale. Donc, cette non-compressibilité-là, elle va avoir tendance à surestimer l'index tibio-huméral. Alors, quand on a un index de plus que 1,3, on va la suspecter fortement qu'on a des artères calcifiées. Et dans ces cas-là, on va avoir recours à la mesure de pression premier orteil pour obtenir l'index orteil-bras, qu'on appelle en anglais le toe brachial index. Et ça va être plus fiable chez les diabétiques ou chez les insuffisants rénaux. La raison, c'est que les artères digitales vont être moins touchées par la calcinose plus que les artères tibiales, donc ça va être plus fiable pour notre index. Aussi, la pression à l'orteil, elle va être utile pour évaluer la perfusion chez les patients qui sont en ischémie critique, donc surtout post-revascularisation. Donc, on va chercher à obtenir une pression à l'orteil de plus de 50 mm de mercure chez les patients diabétiques et de plus de 30 mm de mercure chez les non-diabétiques. Alors, une pression là, de ces niveaux-là va suggérer que la revascularisation elle est efficace, puis qu'elle risque de permettre une guérison complète d'une plaie ischémique. Un autre élément du laboratoire vasculaire qui est important, c'est qu'on va prendre des mesures segmentaires avec un enregistrement de courbes Doppler à différents niveaux, là, en fémoral commun, fémoral superficiel et en infrapoplité. Ça va nous permettre d'avoir une idée là, un peu globale là, dans la localisation anatomique là, dans l'investigation initiale. Puis ça va également nous être utile là, pour faire le suivi de nos procédures de revascularisation. Alors, finalement, là, dans certains cas où l'index tibio-huméral au repos va être normal ou bien il va être limite, mais qu'on suspecte grandement de maladie artérielle périphérique, on peut procéder à un laboratoire vasculaire à l'effort. À ce moment-là, ça va permettre de démasquer des atteintes un peu plus subtiles. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment le laboratoire vasculaire, c'est la modalité principale pour le diagnostic de la maladie artérielle périphérique. Maintenant, quand on va aller plus loin, quand on va référer en spécialité, c'est lorsqu'on va avoir une évolution des symptômes malgré un traitement médical optimal ou encore lorsqu'on va avoir une claudication qui demeure invalidante malgré un traitement médical optimal et qui inclut un programme de réhabilitation physique. Finalement, l'autre catégorie des patients à référer ou à investiguer davantage, c'est ceux, évidemment, chez qui on va avoir une ischémie critique, donc des douleurs de repos et ou des plaies ischémiques. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va actuellement procéder à avoir recours à des examens radiologiques d'imagerie pour mieux préciser l'anatomie, où est l'atteinte et de planifier un geste de revascularisation. Alors, dans les guidelines, souvent, on va mettre en premier l'échographie Doppler. Alors, l'échographie Doppler, c'est un examen en fait qui est non invasif, qui est sans radiation, qui est peu coûteux. On n'utilise pas d'agent de contraste, donc il n'y a pas de risque pour la fonction rénale comme on a avec les contrastes iodés. Par contre, c'est très opérateur dépendant et ce n'est pas nécessairement disponible partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un examen qui est très long à faire si on s'en sert comme investigation initiale anatomique. Si on part de l'aorte, on descend jusqu'au pied, c'est un examen qui est très long et qu'on a besoin de technologues surspécialisés qui sont capables de faire l'examen. C'est très long, c'est coûteux. Donc, dans plusieurs centres, ce n'est pas nécessairement disponible en modalité initiale d'investigation. Par exemple, chez nous, à Saint-François-d'Assise, compte tenu de la quantité de cas, on ne peut pas faire des Dopplers complets pour tous les patients. Donc, on va réserver surtout le Doppler pour des questions anatomiques bien précises. Par exemple, est-ce que la fémorale commune est perméable, etc. Ou on va s'en servir pour des interrogations pour suivre nos gestes de revascularisation, suivre un pontage, suivre une artère qui a été stentée. Ensuite, une autre limitation, c'est les calcifications. Alors que lorsqu'on a une artère qui est très calcifiée, ça va créer de l'ombre en échographie. On va avoir une zone, un trou Doppler finalement qui ne pourra pas être investigué à l'échographie.
L'angiotomodensitométrie, c'est probablement l'examen là, qui est le plus répandu. C'est non invasif, c'est très précis. On a une grande quantité d'informations avec cet examen-là. Très disponible, reproductible. Ça peut être réinterprété aussi en centre tertiaire. Une des limitations, c'est que le calcium, lorsqu'on a des artères densément calcifiées, parfois on peut surestimer un peu les sténoses, mais avec l'avènement des TDM double énergie, on est capable de soustraire le calcium, puis on est capable de un peu s'en tirer avec ce désavantage-là. Ça permet aussi d'évaluer la quantité de calcium qu'il y a dans les artères, puis un peu de planifier le geste s'il va être plus ou moins difficile. Par contre, un des désavantages, c'est qu'on utilise un agent de contraste iodé, donc un potentiel de néphrotoxicité. Et également, lorsqu'on évalue la distalité des mains et des pieds, la résolution spatiale est un peu dépassée là, pour ce type d'examen-là. En fait, ensuite, on a l'angio-IRM, c'est un examen non invasif sans radiation, qui n'est pas détérioré par la calcification, mais c'est un examen qui est coûteux et qui est peu disponible. Donc, on a tendance à s'en servir moins pour la maladie artérielle périphérique comme telle. Ça va servir beaucoup plus pour les syndromes de défilé thoracique, les artères poplitées piégées, où est-ce qu'on cherche à avoir une composante dynamique à notre examen diagnostique. C'est ça, comme on a tendance à surestimer un petit peu les sténoses si on utilise seulement le time of flight, mais habituellement, on va utiliser du gadolinium là, comme agent de contraste. Le gadolinium, chez les patients, les grands insuffisants rénaux, il y a un risque de fibrose néphrogénique, là, comme vous savez probablement déjà. Puis on a aussi toutes les contre-indications là, à l'IRM, comme les cardiostimulateurs, les corps étrangers, etc. Maintenant, un petit mot sur l'angiographie conventionnelle. Alors, c'est encore considéré comme l'étalon d'or dans l'investigation diagnostique. Par contre, ça va surtout être réservé pour les gestes de revascularisation parce que c'est un examen qui est invasif avec un certain potentiel de risque. En diagnostic, on va s'en servir là, dans des rares cas spéciaux là, pour évaluer la distalité, comme par exemple dans les vasculites, lorsqu'on veut avoir une imagerie très précise des vaisseaux très distaux. Et parfois, pour certaines questions précises, là, en vue d'un pontage distal, évaluer le lit de façon plus précise. Là, donc, des cas quand même assez rares. Les désavantages invasifs, comme je l'ai dit, radiation ionisante, potentiel de néphrotoxicité à l'agent de contraste, évidemment. Alors maintenant, on va passer au troisième objectif de ma présentation, qui est de connaître le traitement non pharmacologique de la maladie artérielle périphérique. Alors, le point à retenir ici, c'est que le traitement est avant tout un traitement médical qui vise à réduire les facteurs de risque et ça inclut un programme de réhabilitation physique. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, du côté droit de la diapositive, on a les traitements que je ne vais pas couvrir dans cette présentation-là. D'abord, la cessation tabagique, puis tous les traitements pharmacologiques. Un petit mot au point 9, on a le silostazole. Donc, c'est un médicament qui a été étudié pour diminuer la symptomatologie chez les claudicants. Par contre, c'est un médicament qui n'est pas disponible au Canada. Donc, c'est des guidelines américains ici que je vous présente. À gauche, on a le traitement non pharmacologique. Donc, d'abord, le programme de réhabilitation physique qui va être la pierre angulaire du traitement chez le claudicant. Puis, on va retrouver aussi les soins préventifs des pieds, surtout chez les diabétiques, pour réduire les risques de plaies, les reconnaître rapidement lorsqu'elles vont survenir. Et ensuite, on va avoir les traitements de revascularisation des membres inférieurs, donc soit de nature chirurgicale ou de nature endovasculaire. Alors, on va penser à ces traitements-là lorsqu'on fait face à un patient qui a une claudication invalidante avec un échec du traitement médical ou encore chez les patients qui ont une ischémie critique, donc des plaies et de la douleur de repos. Et finalement aussi, l'amputation, hein, ça fait partie aussi du traitement chez certains patients en ischémie critique chez qui la perte tissulaire, elle va être dépassée ou bien que les risques de revascularisation sont trop importants ou encore, disons que le patient a une espérance de vie qui est trop courte. Aussi, ces limitations fonctionnelles là, sont trop importantes puis que le ratio, le risque-bénéfice d'intervention va être moins intéressant pour ces patients-là. Donc, parfois, l'amputation fait partie du traitement, en fait, chez un certain nombre de patients. Donc, un petit mot sur le programme de réhabilitation physique. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est la pierre angulaire du traitement non pharmacologique chez les claudicants, en plus de l'arrêt du tabac. C'est la modalité initiale de traitement. Alors, l'objectif, ça va être de diminuer les symptômes de claudication intermittente en augmentant la distance de marche avant l'apparition des symptômes. Alors, l'exercice physique va permettre de maximiser le développement de collatéral artériel, entre autres, puis de favoriser une compensation d'une occlusion artérielle à l'effort. Alors, normalement, un bon programme d'exercice, on dit que ça devrait comprendre au moins 3 séances par semaine, d'au moins 30 minutes, jusqu'à vitesse maximale, puis ça doit être tenté pendant au moins 6 mois. Alors, avec une bonne observance, ça devrait permettre, selon la littérature, de doubler, même tripler la distance de marche. Alors,
un programme dommage, ce serait supérieur là, à n'importe quel médicament. Ensuite, si on parle des traitements de revascularisation comme tels, pour ce qui est de la catégorie des patients qui sont claudiquants seulement, alors on dit qu'il y a seulement 10 à 15 des patients claudiquants qui vont développer à 5 ans une ischémie critique. Donc, c'est seulement une minorité de patients. Donc, en soi, la claudication comme telle, ce n'est pas une indication de revascularisation. On va penser à revasculariser les claudicants, comme je le disais tantôt, chez des patients qui ont une claudication très limitante, avec un impact sur la qualité de vie et qui vont avoir un échec au traitement médical, incluant la réhabilitation physique. Alors, le traitement, il va être individualisé à chaque patient, tenant compte des comorbidités du patient, des attentes du patient, puis on va essayer de déterminer là, un ratio risque-bénéfice favorable pour chaque patient. Alors, souvent, c'est un traitement qui va être en étapes, qui va viser à revasculariser les lésions les plus proximales pour améliorer le flot d'amont. Puis, on va voir s'il y a une amélioration clinique. Si ce n'est pas suffisant, on va aller un petit peu plus dans la distalité. Mais habituellement, on ne va jamais revasculariser en néphropoplité chez les patients claudiquants seulement. On va se limiter à une revascularisation qui est supragéniculée parce que le traitement de la maladie tibiale là, en angioplastie, le risque-bénéfice est plutôt défavorable dans un contexte de claudication seulement. Donc, pour le traitement endovasculaire par rapport au traitement chirurgical, pour la portion endovasculaire, les perméabilités vont habituellement être meilleures en ortho-iliaque qu'en fémoropoplité. Et puis, en général, les perméabilités vont être moins bonnes lorsqu'on a des lésions qui sont très longues, lorsqu'on a une occlusion plutôt que des sténoses. Également, lorsque les lésions vont être multiples, diffuses, et également en angio, les résultats sont moins bons lorsqu'on a un mauvais lit distal, donc qu'il y a seulement un vaisseau, par exemple, tibial qui demeure perméable. Les perméabilités vont être moins bonnes à long terme dans ces circonstances-là. Pour ce qui est de la revascularisation chirurgicale, c'est-à-dire la réalisation d'un pontage, les résultats décrits dans la littérature en termes de perméabilité sont potentiellement supérieurs avec l'approche chirurgicale. Mais les risques périopératoires sont aussi plus élevés que pour les procédures endovasculaires moins invasives. Donc, une chose que je veux mentionner aussi, c'est que pour spécifiquement l'artère fémorale commune, habituellement, ces patients-là vont être traités en chirurgie et il y a plusieurs procédures qui vont être réalisées de façon hybride, donc à la fois un traitement chirurgical et endovasculaire. Donc, par exemple, on va traiter par chirurgie les fémorales communes avec une endartérectomie et dans un même temps revasculariser les artères iliaques avec des tuteurs et des angioplasties. Donc, maintenant, si on parle de la catégorie des patients en ischémie critique, c'est-à-dire les patients avec douleur de repos et plaie ischémique, chez ces patients-là, on va normalement considérer un geste de revascularisation ainsi qu'offrir des soins de plaie pour minimiser la perte de tissu, puis prévenir l'amputation, puis maintenir la fonctionnalité. Et l'objectif, ça va être d'amener un flot sanguin en ligne jusqu'au pied par au moins une artère. Alors, on va traiter tous les niveaux de l'aorte jusqu'au pied. Maintenant, pour la littérature, surprenamment, là, dans la littérature, on n'a pas beaucoup de littérature de grande qualité pour déterminer si un traitement doit être endovasculaire ou chirurgical dans l'ischémie critique. Je présente ici l'étude BASIL, Bypass versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg. C'est une étude randomisée, mais elle date déjà de 2005 et on comparait l'approche chirurgicale à l'approche endovasculaire. Mais à l'époque, les traitements endovasculaires, ça se limitait à l'angioplastie simple et au tuteur en nitinol simple. Et l'endovasculaire, ça a quand même beaucoup évolué depuis 2005. Alors, dans cette étude-là, les conclusions, c'était que l'angioplastie devait d'abord être offerte aux patients qui avaient des comorbidités élevées et une espérance de vie de moins de 2 ans. Et pour les patients avec un risque plus standard, le taux d'intervention moindre puis les meilleures perméabilités à long terme, ça favorisait plus une approche chirurgicale malgré l'augmentation de la morbidité à court terme. Alors, il y a encore beaucoup de nos guidelines là, qui vont se baser sur cette étude-là, qui date quand même. Alors, j'ai mis sur un petit tableau là, des données de perméabilité des procédures endovasculaires versus chirurgicales tiré d'un consensus d'experts, le TASC2 qui date de 2007. Fait qu'on voit que pour les procédures endovasculaires, l'endovasculaire est un petit peu plus comparable pour les procédures aorto-iliaques par rapport à la chirurgie. Par contre, en fémoropoplité, les perméabilités sont un petit peu moins bonnes par rapport au pontage veineux en endovasculaire. Mais encore une fois, il y a des nouvelles techniques de recanalisation plus avancées. Maintenant, on a des ballons médicamentés, des tuteurs mimétiques en nitinol interwoven. Donc, il y a quand même de la place pour des nouvelles études là, plus contemporaines, je pense, pour mieux orienter nos patients. D'ailleurs, il y a une étude randomisée multicentrique appelée BEST-CLI
qui compare l'efficacité du meilleur traitement chirurgical au meilleur traitement endovasculaire chez les patients d'ischémie critique. Donc, c'est une étude qu'on a participé à Saint-François d'Assise à Québec. On a recruté un nombre quand même assez significatif de patients. Le recrutement est terminé présentement, puis on attend patiemment les résultats de cette étude-là qui va peut-être pouvoir nous aiguiller un petit peu plus dans notre sélection des patients pour un traitement chirurgical versus endovasculaire. Je vais passer rapidement parce que je vais manquer de temps. Si on regarde les guidelines le plus récents, là, on a ici ceux de GVS qui ont été publiés en 2019. Alors, rapidement, dans cet article-là, on introduisait un système de gradation de la sévérité de la maladie. On appelle la classification Wi-Fi et un système de classification anatomique de l'atteinte qu'on appelle la classification GLASS. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je manque de temps. Mais ici, là, bon, on parle de simplement le système de classification anatomique GLASS. On va obtenir un stade de 1 à 3, puis avec ce système-là, on peut prédire le devenir d'un geste de revascularisation, à la fois chirurgicale et endovasculaire, avec une probabilité de succès technique et un outcome probable à 1 an. Puis, dans ces guidelines-là aussi, un peu comme dans Basile, on va séparer les patients en patients très à risque et en patients avec un risque standard. Et dans l'algorithme, pour les patients à haut risque, on va leur offrir normalement un traitement endovasculaire en premier. Et pour les patients avec un risque plus standard, on va essayer de déterminer s'ils ont une bonne veine qui peut être prélevée pour faire un pontage veineux. Donc, ça va être un facteur, si on a une bonne veine, qui va peut-être diriger davantage le patient vers une chirurgie. Et avec le Wi-Fi et le GLASS, on va diriger les patients soit vers l'endovasculaire ou soit vers la chirurgie ouverte. Et ici, là, vous voyez que selon le stade anatomique, GLASS en Y et en X, on a le grade de sévérité Wi-Fi. Alors, on peut déterminer quel patient risque de bénéficier davantage d'une chirurgie par rapport à un patient qui risque plus de bénéficier d'endovasculaire en jaune. Mais en gris, vous voyez, c'est les patients indéterminés. Donc, il y a encore de la place, comme je vous disais, pour des études de meilleure qualité, là, pour mieux orienter nos patients. Puis pour ces patients-là en gris, ben, c'est encore aujourd'hui un traitement qui va être individualisé avec une discussion là, multidisciplinaire. Donc, si on parle seulement de la revascularisation endovasculaire, hein, c'est de multiples techniques, de multiples outils thérapeutiques et ça dépasse les objectifs de ma présentation. Alors, j'ai préféré vous montrer quelques petits cas pour vous montrer un bref survol de ce qu'on peut faire en endovasculaire. Alors ici, pour mon premier cas, c'est une dame de 70 ans qui est diabétique, ancienne fumeuse, avec une claudication sévère qui est réfractaire au niveau du membre inférieur droit. Alors, vous voyez ici, on a son aortographie. Alors, on voit, je vous montre la petite vidéo, on voit qu'on a une occlusion de l'iliaque externe du côté droit. Alors, ce qu'on a fait, c'est une revascularisation de son iliaque externe à la fois par approche antégrade et rétrograde. C'est ce que vous voyez ici sur la petite vidéo. Je vais passer rapidement. En recanalisant le vaisseau, ensuite, on a déployé des tuteurs qu'on a dilatés avec des ballons et on a ici notre résultat final. Alors, on a un bon flow et une résolution de la symptomatologie de la patiente. Voilà, ici mon cas numéro 2. Alors, on a un homme de 63 ans, diabétique, fumeur, avec une plaie au membre inférieur gauche. Il n'est pas candidat chirurgical. Alors, il est amené en angiographie. Alors, on voit ici une occlusion assez longue de la poplité, assez calcifiée, et un lit distal assez pauvre avec une seule tibiale postérieure qui est perméable. Alors, on a recanalisé de façon antégrade, sous-intimale, cette occlusion-là. On a réentré dans la lumière perméable avec un dispositif de réentrée. Ensuite, on a dilaté la lésion, l'occlusion finalement, et on voit après ça, au contrôle angiographique, on a une sténose qui est résiduelle, des grosses plaques de calcium. On a aussi l'apparition d'une petite fistule avec la veine adjacente. Alors, dans ce temps-là, on est venu déployer un tuteur en éthanol interwoven pour venir ouvrir l'artère et maintenir la perméabilité. Et on a ici notre résultat final avec un vaisseau qui est de bon calibre, avec aucune sténose résiduelle. Et ici, on a son laboratoire vasculaire qui montre une perméabilité à 1 an. Et mon troisième cas ici, on a un homme de 79 ans, diabétique, avec une plaie au membre inférieur droit. Donc, compte tenu de l'âge, il est envoyé en angio. Et puis, on a ici une longue sténose de fémorale superficielle, une occlusion à la jonction fémoro-poplitée, des sténoses de la poplité supragéniculée. En infragéniculé également, on a une occlusion. Et on a un seul vaisseau du lit distal qui est perméable, c'est la péronière, qui donne des collatérales pour une péduse dorsale.
Et on a tenté une revascularisation intégrale sans succès. Alors, dans ce temps-là, on peut faire une recanalisation rétrograde en ponctionnant le vaisseau du lit distal qui est perméable. C'est ce qu'on fait ici. J'ai ponctionné la péronière sous fluoroscopie. Alors, vous voyez, l'artère est perméable. Ici, avec mon aiguille, je suis venu ponctionner l'artère et on procède à une recanalisation rétrograde. Et puis, ça nous permet, avec un lasso, de récupérer notre guide. On appelle un accès true. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se retrouve avec un guide qui a recanalisé la lésion et on procède à l'angioplastie de l'artère fémorale superficielle, de la poplitée et du tronc tibio-péronien. Et on a ici le résultat final qui est très bon, avec une péronnière maintenant qui a un bon flot, qui donne une grosse collatérale pour l'impétus dorsal. Et ici, j'ai son laboratoire vasculaire à 1 mois avec une pression à l'orteil à 65, donc un très bon résultat qui va permettre une guérison de la plaie normalement. Donc, les techniques que j'ai montrées, ce sont des techniques qu'on va utiliser chez des patients qui ont un lit distal perméable. Hein, et ça prend une cible, mais chez plusieurs patients, en fait, surtout chez les diabétiques, les insuffisants rénaux chroniques, jusqu'à 20% de la population, ces patients-là, on va les appeler sans option, c'est qu'il n'y a pas de vaisseau ou lit distal qui peut être canalisé. Donc, ces patients-là, la grande majorité du temps, ils vont faire face à une amputation fréquemment. Et il y a une technique chirurgicale ancienne qui date de plusieurs années. Une technique chirurgicale qui revient, qui a beaucoup d'engouement récemment parce qu'elle est réalisée de façon vasculaire. C'est l'articulation veineuse. Alors, c'est une technique qui permet d'environ 60 à 70% des cas de garder la vénité inférieure sans amputation majeure à 1 an. Donc, c'est une technique là, qui s'est développée rapidement, qu'on peut faire avec différents devices médicaux qui sont disponibles au Canada, même si c'est une utilisation hors AFI. Donc, et puis, je manque un petit peu de temps pour vous parler d'artérialisation. Le sujet de mon présentation vous intéresse, mais l'artérialisation veineuse du pied, en gros, c'est d'amener le sang artériel dans le réseau veineux du pied du patient. Et avec une mécanisme qui sont peu connus pour obtenir une. Alors, donc, en conclusion, la maladie artérielle périphérique est complexe, et sous diagnostiquée sous très tôt. La tabagisme et le diabète sont les principaux facteurs de risque. Le traitement est d'abord médical pour réduire les facteurs de risque et le programme de l'imputation. On va considérer une revascularisation chez les patients avec claudication. Et le choix d'un traitement vasculaire ou chirurgical est une décision individualisée selon le patient. Il y a une évolution rapide du traitement vasculaire et on devrait mettre l'emphase sur l'importance d'une prise en charge qui est multidisciplinaire. Alors voilà, merci beaucoup. J'ai déjà plusieurs questions qui ont été mises dans la boîte de clavardage. Dans un premier temps, peut-être pour Dr. Belland, on mentionne ici quel est l'examen d'imagerie qui est le plus sensible pour diagnostiquer une maladie artérielle périphérique? Qui est le plus sensible, c'est une excellente question. Moi, je vous dirais que compte tenu de la variabilité interobservateur et l'échographie, c'est difficile d'avoir une qualité qui est généralisée d'un endroit à l'autre. Donc, je pense que l'examen, ce serait l'angiotomodensitométrie en général qui serait le plus sensible à mon avis. Mais si on parle de maladie qui est plus distale, effectivement, on va être un petit peu limité avec l'angiotomodensitométrie. Donc, ce qui serait le plus sensible, probablement, c'est l'angiographie conventionnelle. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un examen qui va être davantage réservé pour les gestes thérapeutiques. Donc, c'est probablement lui qui est le plus sensible. Mais dans l'investigation habituelle, on n'utilise pas l'angiographie conventionnelle. Au niveau des dépôts de calcium que l'on voit sur nos investigations en radiologie, parce que souvent, on va demander une radiographie pour une toute autre raison et on voit des dépôts de calcium. Est-ce qu'on doit considérer à ce moment-là qu'il y a déjà présence d'une maladie artérielle périphérique significative? En fait, les calcifications dans la paroi, ce n'est pas toujours relié à une sténose significative. Donc, non, en soi, d'avoir des artères calcifiées, on n'a pas nécessairement des sténoses significatives. Là. Vraiment, si on veut la diagnostiquer, on doit avoir un examen clinique avec une symptomatologie, puis aussi le laboratoire vasculaire va nous aider beaucoup là, de voir une altération dans les courbes segmentaires,
dans les pressions d'orteil ou encore avec l'index tibio-huméral. Donc, pour moi, on a besoin d'altération au laboratoire vasculaire pour parler de maladie artérielle périphérique. Parce qu'on a un vieillissement des artères qui peut être normal, en guillemets, là, qui va impliquer des calcifications artérielles, sans que ce soit nécessairement pathologique. J'ai une autre question ici. Dans un contexte clinique, pouvons-nous nous baser sur l'évaluation par Doppler sonore pour évaluer l'état artériel, plus précisément les pouls distaux? Est-ce qu'on peut se baser là-dessus là, pour identifier une maladie artérielle périphérique? Ben, pour le diagnostic, je ne crois pas que c'est nécessaire, mais effectivement, c'était un indice. Hein, quand on a un pouls qui va être en amont, effectivement. Mais le côté sonore n'est pas nécessaire absolument. Là. Combien de temps laissez-vous la double thérapie antiplacataire après une revascularisation endovasculaire avec un tuteur en supragéniculé? Mais c'est ça, on n'a pas beaucoup d'études claires, mais en général, chez nous, là, ce qu'on fait, c'est double antiplaquettaire pour 6 mois habituellement. Puis le gain de continuer plus longtemps est plutôt imprécis, là, ça va du cas par cas. Puis, encore sur la double thérapie antiplacataire, est-ce qu'il y a une indication d'utiliser justement 2 agents antiplacataires au long terme chez certains types de patients? Des patients qui sont à risque des patients qui ont déjà des antécédents de thrombose, parfois de tuteurs de pontage, on va avoir tendance à garder ça plus longtemps. Puis, on me soufflerait aussi que les tuteurs viscéraux, on a tendance plus souvent à garder ça à vie, compte tenu là, que les conséquences d'une thrombose sont plus importantes chez ces patients-là. Mais quand on parle de seulement maladie artérielle périphérique, là, moins souvent, on va les garder très longtemps.